Alors, bonjour et bienvenue à la Maison du développement durable dans le cadre de la Semaine de l'océan et du Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous avons une conférence avec Audrey-Anne Loisel. On parle des milieux humides, des écosystèmes serviables. J'aimerais remercier Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, et la Ville de Montréal. Alors, en bref, Audrey-Anne, tu détiens un baccalauréat en sciences biologiques de l'UDM. Depuis 6 ans, tu es à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'UDM aussi et tu enseignes également. Oui, tout ça en même temps. Ça en fait beaucoup. Et en plus, tu as gagné le premier prix du jury et du public pour le concours Ma thèse en 180 secondes, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter d'ailleurs, à regarder. Et c'est un concours international donc, de vulgarisation scientifique qui est ouvert aux doctorants francophones du monde entier. Oui, il y a 24 pays qui participent à la finale internationale. 24 pays pour la finale. Et donc, toi, tu as remporté le premier prix. Je vais représenter le Canada. Tu vas aller représenter le Canada à la finale internationale. C'est quand même quelque chose. Oui. Et ça se fait à Montréal. Donc, tu me disais cette année. Donc, pas de Maroc pour toi, pas de voyage. On garde les pieds ici. On y va en métro. On y va en métro, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un concours international qui est créé et organisé par l'Association francophone pour le savoir et qui est présenté par Hydro-Québec. Et une chose qui m'a fait rire dans ta présentation en 180 secondes, qui était très intéressante, évidemment. Là, le dynamisme avec lequel tu le rends, c'est très relax, c'est très clair. On termine la présentation, puis on a compris quelque chose. C'est bien, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ça a été très bien réussi. C'est pas pour rien que tu as gagné le premier prix. Et donc, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est ce que tu qualifiais dans cette vidéo, donc de trou d'eau puant, en bon français. Et ça m'a bien fait sourire. Et j'ai très hâte de t'entendre nous parler de ces milieux humides qui sont à privilégier et à protéger. Donc, exact. Alors, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin d'Audrey-Anne Loisel. Merci. Donc, je dois apprivoiser aussi la télécommande. C'est ma faute. Ah, ça va aller mieux si ça fonctionne, c'est ça. Hein? Oh. Merci. Donc, oui, effectivement, j'ai participé à ma thèse en 180 secondes. Donc, on a 3 minutes pour vulgariser notre sujet de recherche. Et là, quand on m'a dit que j'allais participer, on m'a demandé de participer au Midi Express de la Maison du développement durable, je me suis dit, bon, ben, un autre 3 minutes. Puis là, on m'a dit, non, tu vas en avoir 45. Fait que là, ouf! J'ai dit, quelle belle opportunité. Au doctorat, on n'a pas souvent 45 minutes là, pour parler de nos sujets de recherche. Donc, effectivement, je suis étudiante au doctorat. J'ai aussi fait une maîtrise à l'IRBV avec la docteure Stéphanie Pellerin, qui travaille sur les milieux humides et les écosystèmes naturels urbains, aussi beaucoup en conservation. Et ça fait 6 ans que j'étudie les milieux humides. Ça fait 6 ans que je m'agenouille dans la bouette pour échantillonner les plantes et les insectes et prendre toutes sortes de paramètres, mais aussi 6 ans que je suis derrière un ordinateur à faire toutes sortes d'analyses statistiques et d'analyses géographiques pour comprendre comment ces écosystèmes-là fonctionnent, c'est quoi leur biodiversité. Donc, j'aime les échantillonner, j'aime aussi les photographier, comme vous pouvez voir sur mon PowerPoint, mais j'aime aussi les écouter. Donc, c'est des écosystèmes qui sont vraiment des points chauds de biodiversité. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai fait des enregistrements audio dans les milieux humides pour quantifier leur biodiversité. Et donc, j'ai fait un petit montage audio pour vous. Donc, je vous invite à vous mettre dans la peau du jeune homme en salopette sur la photo pour vous mettre les 2 pieds dans l'eau et prêter l'oreille à ce que vous allez entendre, qui est l'espèce de symphonie qu'on entend dans les milieux humides.
Oui. Bien, là, bon, là, il y a ce qui va fonctionner. Ah, oui. Bon, la technologie, hein, ça va. OK, c'est rétabli. Oui, je pense. Non. Je pensais que ça marchait, mais c'est toi qui as changé la slide, je pense. C'est ça, est-ce qu'on déplace l'ordinateur? Est-ce que c'est possible? La manette fonctionne. Donc, c'est juste, je ne sais pas si le... Oui, bien là, on peut, c'est ça. Ça va être un peu plus compliqué pour les animations, là, mais on va s'en sortir. Donc, là, c'est ça, ce que vous avez entendu, c'est un montage audio de toutes sortes de sons qu'on peut entendre dans les milieux humides, à la fois le jour, mais aussi la nuit. Le paysage sonore dans les milieux humides va différer en fonction de quel moment dans l'année, quel moment de la journée aussi on s'y trouve. Il n'y a pas les mêmes choses qui chantent. Par exemple, les oiseaux vont chanter beaucoup au printemps, puis les insectes chanteurs, c'est la nuit plus vers la fin de l'automne. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des milieux humides en général, mais de plusieurs choses différentes. Donc, je voulais vous parler de c'est quoi, à la base, un milieu humide. Comment... Ah, ça fonctionne, là? Oui! Donc, comment est-ce qu'on on différencie les types de milieux humides, parce qu'il n'y en a pas juste une sorte. Comment est-ce qu'on les délimite? Comment elles sont protégées, ces écosystèmes-là? Quelles sont leurs fonctions et services écologiques? Comment est-ce qu'on quantifie ces fonctions et ces services-là? Et aussi, comment est-ce qu'on peut mieux les conserver? Donc, je vous l'accorde, on a du pain sur la planche, là. On a beaucoup de choses à couvrir en 45 minutes, mais vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai confiance. Et je vais commencer ce RAID avec une définition technique de ce que c'est un milieu humide. Donc, les milieux humides, ce sont l'ensemble des sites saturés d'eau suffisamment longtemps pour influencer dans la mesure où elles sont présentes les composantes sol ou végétation. Donc, je vous l'accorde, c'est pas mal indigeste là, comme définition parce que c'est une définition qui doit être défendable devant un jury. Donc, il faut qu'on puisse, tout le monde s'entendre sur c'est quoi un milieu humide. Les éléments qui sont importants à retenir dans la définition, c'est l'eau, le sol et la végétation. Donc, ces trois éléments-là, végétation, hydrologie et sol, c'est ce qu'on va utiliser pour délimiter les humides et pour les classer en différents types. D'abord, quand on parle d'hydrologie dans les milieux humides, on réfère en fait à des caractéristiques dans le paysage qui vont favoriser l'accumulation et la rétention de l'eau. Et souvent, ça va être en lien avec la topographie, donc l'élévation et le relief du sol. Et là, vous voyez à l'écran une photo satellite d'un milieu humide. J'imagine que vous ne le voyez pas. C'est normal parce qu'il est caché sous la canopée. Mais si on regarde des photographies aériennes d'imagerie LIDAR, donc qui nous permet de voir le relief au sol, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a un trou dans le territoire, une zone qui est plus basse en termes de relief. Et si, après ça, on regarde des indices d'humidité topographique, bien là, notre milieu humide y apparaît dans le paysage et on est ensuite capable de le délimiter. Donc, l'eau, elle va aussi laisser des traces de son passage dans les écosystèmes. Par exemple, ça peut être des traces sur les troncs d'arbres, ce qu'on va appeler en fait la ligne de démarcation des hautes eaux, où on va voir où l'eau était à son plus haut niveau. Quand on est en contexte riverain, aussi sur les bords d'un cours d'eau, on peut voir des débris ligneux qui vont être laissés au sol par le passage de l'eau, mais aussi ce qu'on appelle la litière noirâtre. Donc, c'est des dépôts de sédiments, de l'eau qui va avoir été brassée par le débordement de la rivière, et ces sédiments-là vont être déposés sur les feuilles, ils vont changer leur couleur. On peut aussi voir des troncs qui vont se gonfler suite à la présence de l'eau et des lignes de mousse à la base des troncs. Donc, tout ça, c'est comme des indices que l'eau laisse derrière elle de son passage, qu'on peut, nous, en tant que biologistes, interpréter pour savoir est-ce que l'eau était présente, si est-ce qu'elle a eu des effets sur le paysage. Et quand on parle de sol, en fait, on réfère
aux sols qui ont été modifiés justement par l'eau. Donc, la présence de l'eau de façon suffisamment longue, comme la définition nous le disait, ça va entraîner la formation de sols hydromorphes. Il existe deux types de sols hydromorphes. On a les sols organiques et les sols minéraux. Les sols organiques, en fait, c'est quand on a une accumulation de matière végétale non ou mal décomposée. Pourquoi est-ce que les végétaux ne se décomposent pas comme ça se fait dans une forêt de façon naturelle? Les micro-organismes vont décomposer la matière et ramener le carbone et les nutriments en circulation. C'est parce que dans les tourbières, on a beaucoup d'eau. Et ce que l'eau fait, c'est qu'elle fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'oxygène. Donc, on est dans des conditions qu'on appelle anoxiques. Et quand on n'a pas d'oxygène, c'est très difficile de prendre le carbone de la matière organique et de le transformer en CO2. À la place, on va le transformer en autre chose, comme du CH4, qui est du méthane. Mais ce processus-là, il est beaucoup plus lent et plus énergivore. Et ça va faire en sorte qu'on va être moins bon pour décomposer la matière végétale et elle va donc s'accumuler. Un autre élément qui peut favoriser l'accumulation de la matière organique, c'est la faible température. Donc, quand il fait froid, les micro-organismes décomposeurs ne sont pas aussi actifs et donc ne vont pas faire le travail de décomposition. Et donc, tout ça, ça va mener en fait à l'accumulation de la tourbe et ça va donc créer un puits de carbone, donc de stocker du CO2, parce que le CO2 qui est absorbé par les plantes ne sera pas ramené ensuite dans l'atmosphère. Toutefois, il faut comprendre que c'est un processus qui est extrêmement lent. Donc, pour réussir à avoir 1 cm d'épais de tourbe, c'est en moyenne 1000 ans que ça nous prend. Donc, c'est très lent, alors que détruire une tourbière, bien là, ça, c'est relâcher le CO2 qu'on a pris 1000 ans à accumuler en 60 secondes. J'exagère un peu, mais la vitesse des processus est extrêmement différente. Quand on parle de sol minéral, on parle des sols qui sont plus communs, donc qui sont composés de différentes abondances d'argile, de limon, de sable et de loam. Et les biologistes vont regarder la composition du sol et la qualifier. Mais ce qu'ils vont surtout regarder, qui est particulier, c'est la couleur du sol. Et comment on regarde la couleur du sol? Bien, avec un guide de couleurs, qui est dans le fond une espèce de catalogue de bétonnelle avec des palettes de couleurs. Et ce livre-là, il y a des petits trous à l'intérieur dans lesquels on peut insérer un échantillon de sol et regarder à quelle palette est-ce qu'il correspond. Puis c'est un livre qui se lit de façon particulière, c'est-à-dire que la première chose qu'on va lire dans le livre, c'est le numéro de la page. Donc, la page va nous informer sur la teinte du sol. Donc, est-ce qu'on a un sol qui est plus rouge, plus jaune, plus violet, plus orangé? Et la deuxième chose qu'on va lire, c'est l'information sur l'axe ici à la verticale. Ça nous informe à quel point est-ce que la couleur, elle tire vers le blanc ou vers le noir. Et finalement, la dernière information qu'on regarde, c'est l'intensité de la pigmentation ou le chroma. Donc, à quel point est-ce que la couleur est pigmentée ou pas. Donc, si je voulais lire la couleur qui est encerclée en noir, je l'appellerais 7.5 YR 5/2. Donc, ce n'est pas un livre qui est facile à lire, ce n'est pas très intuitif. Puis là, je vous raconte tout ça, mais vous devez vous demander à quoi ça sert de savoir il est quelle couleur le sol. Pourquoi est-ce qu'on donne autant de misère? Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un livre qui coûte 300 $ pour savoir il est quelle couleur le sol? Mais en fait, c'est que ça nous informe sur les processus que l'eau va avoir engendrés par son passage. Donc, le sol de base, c'est brun, on s'entend. Pourquoi c'est brun? Bien, en fait, de base, ce qui compose le sol, c'est du calcium, de l'aluminium et de la silice. Ça, c'est blanc puis gris. Là, pourquoi c'est brun de bord le sol? C'est à cause de la présence de manganèse et de fer qui vont donner la couleur noire et rouge, respectivement, au sol. Et quand on a de l'oxygène, ces éléments-là deviennent insolubles. Donc, ils vont se coller aux autres particules de sol et donner la couleur brunâtre qu'on connaît au sol. Mais quand l'eau arrive, elle enlève l'oxygène. Donc, elle rend soluble le manganèse et le fer, et elle vient donc les lessiver. Et elle laisse derrière elle une matrice de sol qui est grisâtre et qui parfois va tirer sur le bleu ou le vert. Et c'est comme ça qu'on va savoir que l'eau va avoir eu un effet sur le sol en regardant sa couleur. Et si l'eau elle est présente longtemps, bien là, ça va être un sol tout à fait gris. Mais si elle fluctue, puis des fois on a de l'eau, des fois on n'a pas d'eau, là, ça va juste faire bouger le fer et le manganèse et ça va créer des espèces de petites pochettes de différentes couleurs. Par exemple, ici, on voit des agrégats de fer, de manganèse et la matrice principale du sol qui sont un peu éparpillés en morceaux.
La troisième composante qui reste, c'est la végétation, donc les plantes. Comment on fait pour savoir qu'on a des plantes typiques des milieux humides versus des plantes typiques des milieux terrestres? Bien, il faut connaître leur statut hydrique. Et les statuts hydriques, en fait, ils ont été déterminés par des botanistes qui ont regardé où est-ce que les plantes étaient retrouvées en majorité du temps et leur ont donné un statut allant de 1 à 5. 1 étant les plantes de milieux terrestres et 5 étant les plantes obligées des milieux humides. Les plantes qui ont des cotes de 1 à 3, c'est des plantes de milieu terrestre, et les plantes qui ont des cotes de 4 à 5, bien, ça, c'est des plantes de milieu humide. Et ces statuts-là bien, sont disponibles sur des ressources qui sont accessibles en ligne ou dans des guides de terrain que les biologistes vont utiliser. Je vous donne des exemples de plantes dans chacune des catégories. La carotte sauvage et le pissenlit sont des plantes qui, clairement, poussent très bien en milieu terrestre et on les retrouve beaucoup en ville dans les terrains vagues. Le sapin baumier, lui, il est un peu plus ambivalent, là, il est plus polyvalent, en fait, on peut le retrouver un peu partout. La menthe, c'est une plante qui est facultative des milieux humides, donc si vous en faites pousser dans votre jardin, arrosez-la abondamment, elle va être bien contente. Et l'iris versicolore, qui est notre emblème du Québec, bien, ça, c'est une plante qui est obligée des milieux humides. Donc là, ça fait beaucoup d'informations que je vous donne sur l'eau, le sol et les plantes. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces trois composantes-là? C'est parce qu'on va utiliser des éléments de ces trois composantes-là pour classer les milieux humides en différentes catégories. Puis la classification des milieux humides, il n'y en a pas juste une. Il y en existe beaucoup. C'est un peu comme donner une boîte de Kraft Dinner à quelqu'un, puis pas lui donner la recette, mais lui dire « OK, tu as besoin de margarine, de lait, puis de ta boîte de Kraft Dinner. Vas-y, fais-moi un Kraft Dinner. » Bien là, on va mettre différentes quantités de lait, différentes quantités de margarine, puis on ne va pas tout arriver au même résultat. Puis en fonction de ce qu'on aime, de nos besoins alimentaires, bien, on ne fera pas la même recette. C'est exactement le même principe avec la classification des milieux humides. Les chercheurs ou les gens du milieu, en fonction de ce dont ils ont besoin, ne vont pas utiliser les mêmes caractéristiques dans ces trois éléments-là pour créer leur système de classification. Là, vous comprendrez que si personne n'utilise le même système de classification, c'est super compliqué de s'entendre. Donc, au Québec et au Canada, on a des systèmes de classification officiels, des recettes que tout le monde utilise. Et on classe généralement les milieux dans 5 grandes catégories: les bogues, les fennes, les marécages, les eaux peu profondes et les marais. Là, je vous ai fait un petit graphique pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui les différencie. Donc, c'est nos trois choses. C'est d'abord notre végétation et notre critère, c'est est-ce qu'on a plus ou moins de 30 de couverts d'arbres ou d'arbustes. Notre critère pour le sol, c'est est-ce qu'on a plus ou moins de 30 cm de tourbe, donc de sol organique. Par exemple, les marais, qui est probablement un terme qui est beaucoup utilisé, c'est des écosystèmes qui vont être dominés par des herbacées, donc moins de 30 d'arbres et d'arbustes, et qu'on retrouve sur des sols minéraux, donc moins de 30 cm de tourbe. Donc, on les retrouve à cet endroit-là dans notre graphique. Les marécages, eux, c'est aussi un sol minéral, mais c'est une dominance de 30 et plus d'arbres ou d'arbustes. Donc, on a des marécages arborés et des marécages arbustifs. Les eaux peu profondes sont un peu ambivalentes, mais sont dominées par de la végétation qui est soit submergée, flottante ou émergente, comme des nénuphars, par exemple. Ils vont avoir ce qu'on appelle de l'eau libre en grande quantité, mais on peut les retrouver à la fois sur des sols organiques ou minéraux. Les bogues et les fennes, c'est des mots qu'on entend moins souvent, mais c'est des types de tourbières ouvertes. Donc, elles sont dominées par une végétation qui est basse, donc c'est pour ça qu'elles sont de ce côté-là de notre graphique, mais on les retrouve sur des sols organiques, donc 30 cm et plus de tourbe. Puis là, je ne vous ai pas parlé d'hydrologie encore, mais ça en vient. Parce que ce qui différencie les bogues et les fennes, c'est la source de l'eau qui va les alimenter. Les fennes vont être connectées au réseau hydrographique de surface ou souterrain, tandis que les bogues vont être complètement déconnectés. Donc, d'où vient l'eau qui se retrouve dans les bogues? Elle vient des précipitations. Ça veut dire aussi que leurs nutriments viennent des précipitations. Et si la pluie était riche en nutriments, bien, les agriculteurs n'auraient pas besoin d'arroser leurs champs. Donc, vous comprendrez que c'est des écosystèmes qui sont extrêmement pauvres parce qu'en plus de recevoir peu de nutriments, ces nutriments ne sont pas recyclés parce qu'on stocke la matière végétale plutôt que de la recycler. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de plantes carnivores dans ces écosystèmes-là, parce qu'elles vont aller chercher leur azote, leurs nutriments, avec d'autres sources, des insectes, des micro-organismes. Puis là, j'ajoute un 6e type de milieu humide dont je ne vous ai pas parlé, les tourbières boisées, parce que c'est à la fois des tourbières et des marécages. C'est des tourbières parce qu'on a 30 cm de sol, mais on les appelle aussi marécages parce qu'on a un couvert arboré de plus de 30 %.
Fait que c'est facile de se mélanger un peu les pinceaux là, avec les noms des milieux humides, mais c'est ce que font les biologistes de leur journée, là, différencier tout ça sur le terrain. Là, je vous ai donné un exemple ici de la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre, c'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent et c'est aussi un site qui est protégé par l'UNESCO. C'est une réserve de biodiversité. C'est incroyable la biodiversité qu'on retrouve sur les rives du lac Saint-Pierre. Et ici, vous voyez un milieu humide sur une photo qui se retrouve dans une grande baie, un élargissement d'une baie ici du lac Saint-Pierre. La particularité de la plaine inondable du lac Saint-Pierre, c'est qu'on a une topographie qui est extrêmement plane. Donc, pour avoir un dénivelé, il faut marcher longtemps. Et ça fait en sorte que pour des faibles variations de niveau d'eau, on a une grande superficie qui va être inondée. Et ça, c'est favorable au développement des milieux humides riverains. On a aussi dans le lac Saint-Pierre des effets de marée lunaire, mais aussi ce qu'on appelle le fetch. Donc, le fetch, c'est quand le vent va pousser l'eau davantage d'un côté du lac que de l'autre. Fait que sur une rive, on va avoir de l'eau qui va être plusieurs dizaines de centimètres plus haut que de l'autre côté de la rive. Et ça aussi, ça va favoriser des variations, en fait, de plusieurs mètres dans une même année dans le lac Saint-Pierre. Et on est aussi dans un contexte où la position géographique du lac Saint-Pierre le rend très propice au développement des milieux humides parce qu'on est dans une plaine argileuse. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur les rives du lac Saint-Pierre. Et on a aussi, de par le fait qu'on est inondé à tous les ans et de façon récurrente, des dépôts de sédiments minéraux qui se font beaucoup et qui vont modifier les conditions du sol. Donc, avec tout ça, on sait qu'on est sur un sol minéral, on sait qu'on a des plantes herbacées, on sait qu'on a beaucoup d'eau. On a quel type de milieu humide? On a des marais en contexte riverain qui sont dominés par la végétation herbacée. Il n'y a pas juste ça sur les rives du lac Saint-Pierre, mais je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc, ça fait beaucoup de choses à savoir en tant que biologiste pour réussir à faire le travail de caractérisation, de classification, de délimitation des milieux humides. On a plein de guides qu'on utilise sur le terrain, toutes sortes de matériel. Pourquoi est-ce qu'on se casse le bicycle à faire ça? Ça sert à quoi de classer les milieux humides? Ça sert à quoi de les délimiter? C'est principalement à cause de la protection légale des milieux humides. C'est des écosystèmes qui sont protégés par la loi. Et cette loi-là, elle a évolué beaucoup à travers le temps. Et en 2007, on s'est doté d'une nouvelle loi qui est venue changer aussi la gestion des milieux humides. Et ça a beaucoup évolué en fonction de jugements de la Cour qui ont été rendus en faveur ou en défaveur des propriétaires et aussi en faveur ou défaveur de municipalités, mais aussi à cause de rapports qui ont été produits sur la situation des milieux humides au Québec. Et dans le fond, ce que la loi en général, elle implique, c'est qu'on ne peut pas réaliser tous travaux, toute construction ou toute intervention dans un milieu humide à moins d'avoir un certificat d'autorisation délivré par le ministère. Et là, ce certificat-là, on le demande même si on fait quelque chose de positif, c'est-à-dire si on veut restaurer un milieu humide ou installer des installations pour venir profiter des passerelles, par exemple, des panneaux éducatifs, il faut quand même avoir des certificats d'autorisation pour faire des actions positives. Mais si je suis agriculteur et que je veux étendre mon champ dans un milieu humide, même si je suis propriétaire du terrain, je dois demander un certificat d'autorisation au ministère. Et quand on demande le certificat, il faut suivre une séquence d'atténuation des impacts. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes capable d'éviter de perturber le milieu humide? Seriez-vous capable de le faire ailleurs, votre projet, par exemple dans une friche ou dans un terrain vacant? Si vous ne pouvez pas éviter, là, on vous demande de minimiser. Est-ce que ce serait possible pour vous de réduire la superficie impactée ou, par exemple, de construire sur pilotis pour éviter de perturber le milieu naturel? Et si vous ne pouvez pas non plus faire ça, là, on vous demandait de compenser. Et dans le temps, on vous demandait de compenser en conservant un milieu naturel. Et là, je dis naturel parce que ce n'était pas nécessairement un milieu humide. Donc, vous pouviez détruire 4 hectares de tourbières à Montréal et vous engager à conserver 4 hectares de forêt en Abitibi-Témiscamingue. Donc là, la balance, en fonction de où on se trouve, puis en fonction des types d'écosystèmes, n'était pas du tout respectée. Donc, c'était un des principaux problèmes avec la loi. Et il y a un rapport qui est arrivé comme une tonne de briques sur les bureaux du ministère et sur les bureaux des villes en disant, mais là, la loi, ça ne fonctionne pas. Ce rapport-là, il avait été créé en 2013 par Stéphanie Pellerin et Monique Poulain, qui étaient mes directrices de maîtrise à l'époque.
Et donc, ce qu'elles ont conclu, c'est que entre 2006 et 2010, il y a 558 certificats d'autorisation qui ont été délivrés, perturbant 2870 hectares de milieux humides. 41 de ces certificats-là ne présentaient aucune mesure d'atténuation et il y avait seulement 1 des certificats qui présentaient des mesures d'atténuation de type compensation. Donc, on arrivait avec des images cartographiques aussi. Là, ils ont vérifié vraiment, ils ont validé qu'est-ce qui s'était passé au niveau des cartes, qu'est-ce qui est arrivé à nos milieux humides. Et on arrivait avec une perte nette de 99 de la superficie des milieux humides pour des écosystèmes qui sont protégés par la loi. C'est pas mal un bilan sombre. Donc, ce rapport-là est venu faire bouger les choses. Puis il y a eu d'autres rapports qui ont été déposés. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Et ça nous a amené à le nouveau format de loi qu'on a aujourd'hui depuis 2017, qui vise un objectif de zéro perte nette. Zéro perte nette, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc là, je ne peux plus conserver 4 hectares de forêt en Abitibi. Si je détruis 4 hectares de tourbières à Montréal, je dois m'engager à restaurer ou à créer 4 hectares de tourbières dans la même région. Donc, c'est aussi une question de type de milieu humide, mais aussi de région. Donc, il faut qu'on ait un bilan au bout de 10 ans, donc en 2027, de zéro perte nette de superficie, de type de milieu humide et de fonction écologique aussi. C'est une grosse commande, puis ce n'est pas facile à réaliser, évidemment. Puis comment ça fonctionne, c'est que la personne qui va causer la perturbation va, dans le fond, devoir verser un montant X dans un fonds vert. Ce montant-là est déterminé en fonction de où on est dans le territoire. Plus on est dans le sud, plus c'est cher parce qu'il y a moins de milieux humides, il y a plus de population, donc il y a plus de demandes pour les services écologiques. C'est en fonction aussi de l'état initial du milieu et de sa catégorie, de quel type on parle. Donc, on calcule le coût par mètre carré et l'argent va être déposé dans un fonds vert qui après peut être utilisé par une entreprise privée ou une firme, ou un OBNL, pardon, pour restaurer ou créer un milieu humide. Et pour faire ça, ils doivent créer un plan d'action qui doit être évalué par le ministère, qui est extrêmement sévère. C'est une bonne chose qu'il soit sévère parce que le but, c'est que l'argent qu'on prend pour faire ces projets-là, ça marche. On veut que le projet il fonctionne et qu'il soit viable. C'est pour ça qu'on est sévère. Mais ça fait que c'est long. Ça fait que dans 10 ans, ça se peut qu'on n'ait pas réussi à recréer puis à construire assez de milieux humides pour avoir notre zéro perte nette. Donc, c'est un très bon concept qui a ses failles, comme tout. Et en fait, aussi, la loi, elle a donné une responsabilité au MRC. Elle leur a dit, vous êtes responsable de créer un PRMHH. Ils aiment ça au ministère, là, les acronymes. Là. Donc, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques. Et l'objectif de ces plans-là, c'est de faire une gestion durable des milieux humides. En fait, le premier élément, c'est ça vous permet de connaître qu'est-ce que vous avez sur votre territoire en termes de milieux humides, puis de planifier justement la gestion à long terme du territoire qui va intégrer une conservation optimale des milieux humides. Donc, on veut guider aussi les gens dans la prise de décision. Le but, ce n'est pas d'interdire, le but, c'est de guider. Et c'est d'augmenter aussi la prévisibilité des développements, à savoir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire dans le futur. Puis le but, c'est de conserver globalement assez de fonctions et services écologiques pour que la population puisse continuer d'en bénéficier. Et là, ça m'amène aux fameuses fonctions et services écologiques, qui est un concept dont on entend souvent parler, mais qui est parfois un peu flou. Parce qu'il y en a qui disent fonctions écologiques, il y en a qui disent services écologiques. Par exemple, dans la loi, on parle de fonctions écologiques. Et on en parle à de nombreuses reprises. La différence, en fait, c'est que les services écologiques, c'est les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Par exemple, les îlots de fraîcheur que les milieux naturels vont nous apporter, l'amélioration de la qualité de l'eau. Les fonctions écologiques, c'est les processus qui vont gérer les flux de matière dans les écosystèmes et qui souvent sous-tendent à la production des services écologiques. Par exemple, le stockage de l'eau, c'est une fonction écologique qui va nous aider avec, par exemple, l'approvisionnement en eau potable. Puis la grosse différence, c'est la présence des humains. Si on n'a pas d'humains, on ne peut pas parler de services écologiques parce qu'on n'a pas de bénéficiaires, il n'y a pas de demande. Alors là, on parle de fonction écologique. D'où l'idée dans la loi de parler de fonction, parce que ce n'est pas parce qu'un milieu humide est perdu dans le bois qu'il n'est pas pertinent à conserver. Parce que peut-être que dans le futur, on en aura besoin de façon criante, puis les autres écosystèmes autour aussi profitent des fonctions que cet écosystème-là accomplit.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de fonction écologique et non de service. Et comment est-ce qu'on fait pour les quantifier? Ces services-là, d'abord, il faut savoir où sont les milieux humides. Et ça, c'est la cartographie interactive de Canards Illimité Canada, qui est un organisme à but non lucratif, qui a fait la cartographie dans les basses terres du Saint-Laurent des milieux humides, en utilisant, entre autres, les données d'élévation que je vous ai montrées plus tôt. Et si on regarde le lac Saint-Pierre, ce qu'on remarque, c'est que dans sa plaine inondable, il y a une quantité astronomique de milieux humides de toutes sortes de types. Et là, dans le fond, on peut voir des photos de certains milieux humides et ça donne que c'est celui que je vous ai présenté plus tôt. Donc, il est quand même très grand, ces milieux humides-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marais qui sont très proches des rives. Et plus loin, on a des marécages. Donc, nos inondations extrêmement récurrentes et fréquentes favorisent l'abondance des marais. Et quand on s'éloigne, bien là, les inondations sont là moins longtemps, moins intensément, moins fréquemment. Et là la végétation ligneuse peut s'installer et c'est là qu'on retrouve les marécages. Et quel service écologique ces milieux humides-là rendent? Bien, si on regarde une photo satellite, on va comprendre tout de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de champs agricoles autour du lac Saint-Pierre, donc beaucoup de pression en termes d'apport en nutriments et en sédiments. Donc, pour la qualité de l'eau, ces écosystèmes-là sont extrêmement importants parce que la présence de la végétation va venir ralentir le flux de l'eau qui arrive vers le lac Saint-Pierre et permettre aux sédiments de percoler. Et la végétation aussi, c'est des ingénieurs écologiques, les plantes, donc ils vont capter les nutriments plutôt que de leur permettre de s'en aller dans le lac Saint-Pierre et d'engendrer des floraisons d'algues bleu-vert qui sont toxiques. Mais ce n'est pas le seul service que ces écosystèmes-là rendent. Les milieux humides rendent beaucoup de services écologiques. Comme je vous l'ai dit plus tôt aussi, c'est des points chauds de biodiversité, que ce soit pour les plantes, les oiseaux, les amphibiens, les insectes. Il y a beaucoup de choses qui vivent à proximité ou dans les milieux humides, qui se nourrissent dans ces écosystèmes-là ou qui s'y reproduisent. C'est aussi des lieux pour faire des activités de récréation, des activités aussi, on peut en apprécier la beauté, aller faire du birding, aller faire de l'observation de toutes sortes de choses. Et on peut y faire de la pêche où ça va soutenir les activités de pêche parce que c'est aussi des pouponnières pour les poissons. Ils vont aussi contribuer au stockage de l'eau, au contrôle de l'érosion, à la rétention des nutriments, au stockage du carbone. C'est des îlots de fraîcheur. Ils vont nous protéger contre les inondations, nous permettre d'extraire des matières premières comme la tourbe. Donc, ils font beaucoup de choses. Là, l'affaire, c'est comment est-ce qu'on quantifie tout ça? Ça fait beaucoup de choses à quantifier. Et c'est quoi les méthodes qu'on utilise pour quantifier les services écologiques? Bien, il n'y a pas juste une façon de faire, encore une fois, comme il n'y a pas juste une façon de classer les milieux humides, il n'y a pas juste une façon de quantifier les fonctions et les services. La plus utilisée mondialement, c'est d'utiliser des couvertures du sol comme proxy. Donc, on va dire, dans un paysage, si j'ai plus de champs agricoles, j'ai plus de productivité. Si j'ai plus de lacs, j'ai plus de stockage de l'eau. Si j'ai plus de milieux humides, j'ai plus de biodiversité, par exemple, des plantes. Mais ces méthodes-là, ce que ça ne nous permet pas de faire, c'est de comparer les fonctions et services apportés par différentes sortes de milieux humides, qui est un peu ce que la loi nous demande de faire. Et ça tourne les coins ronds parce que ça assume beaucoup d'interactions sans nécessairement les quantifier. Puis c'est très bon à grande échelle, mais dès qu'on arrive à une échelle plus fine, là, ça ne fonctionne pas très bien, à moins d'avoir des données extrêmement précises, ce qu'on n'a pas. Les autres façons de faire, c'est d'utiliser des variables ou des indicateurs qu'on va soit mesurer sur le terrain à partir de ces données cartographiques-là, puis de faire des équations mathématiques pour venir mettre un chiffre sur une quantité de services. Mais souvent, quand on fait ces études-là, on va faire ça sur juste une sorte de milieu humide ou juste un service. Par exemple, on étudie énormément le stockage du carbone par les tourbières. Mais juste dans les tourbières. Donc, on ne compare jamais, mais qu'est-ce qu'ils font les marais? Qu'est-ce qu'ils font les marécages comparativement aux tourbières? Donc, ça, c'est une information qui nous manque. Et pourquoi c'est pertinent de comparer qu'est-ce que différents types de milieux humides font? C'est parce qu'en fait, les variables qu'on utilise pour les classer, c'est les mêmes qu'on utilise pour créer nos indicateurs de services écologiques. Fait qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des différences marquées. Et c'est ça que je fais dans mon doctorat. Donc, moi, je compare les fonctions et services rendus par 3 types de milieux humides. Les tourbières ouvertes, donc moi ici, ce sont des faines, des aulnaies, donc des marécages arbustifs dominés par l'aulne rugueux, et des freinets, donc des marécages arborés dominés par le frêne.
Et je vais vous présenter quelques-uns des résultats qu'on a trouvés. Mais en gros, mon projet de doctorat, ce n'est pas juste ça, c'est aussi de comprendre les relations entre tous ces éléments-là. Comment est-ce que les changements climatiques, les changements d'utilisation du territoire affectent la biodiversité des plantes, des poissons, des oiseaux, du zooplancton, des insectes chanteurs, et comment ça affecte l'hydrogéomorphologie du territoire, et comment ça affecte quel type de milieu humide on retrouve à quel endroit, et ultimement, comment tout ça affecte leurs fonctions et services écologiques. Donc, je fais aussi des modèles pour comprendre si le niveau d'eau du lac que j'étudie change, est-ce que les milieux humides qui sont riverains à mon lac vont changer de place? Est-ce qu'ils vont changer de type? Et comment ça va affecter les services qui nous rendent? Donc, en 60 secondes, c'est mon projet de doctorat. Et moi, j'ai identifié 8 services écologiques, 8 fonctions et services écologiques, et j'ai utilisé 25 indicateurs différents pour le faire, dont 11 qui sont reliés à la biodiversité. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent parce que c'est long. À quantifier la biodiversité, il faut aller sur le terrain, il faut identifier des espèces. Et c'est entre autres avec mes enregistrements sonores que vous avez écoutés que j'ai quantifié la diversité des oiseaux et des insectes chanteurs, donc en écoutant les clips audio, puis en identifiant les espèces qu'on entendait. Et ça, c'est les patrons d'approvisionnement en services que j'ai quantifiés pour nos 3 types de milieux humides. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des différences notables. Donc, les tourbières, c'est les seules qui sont très bonnes pour la gestion de l'eau, alors que les aulnaies, c'est les seules qui sont très bonnes pour la pêche. Là, vous remarquerez peut-être que la biodiversité sont toutes bons. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas toutes bons pour la même chose au niveau de la biodiversité. Donc, ça, c'est une analyse multivariée. Et dans le fond, en orange, vous avez mes tourbières, en mauve, vous avez mes aulnaies, et en turquoise, vous avez mes freinets. Et les flèches pointent dans la direction des sites auxquels ils sont le plus associés. Et ça, ce sont mes indicateurs de service. Et là, en noir, vous avez seulement les indicateurs de biodiversité. Donc, on voit que ça pointe dans tous les sens parce que chaque type de milieu humide favorise différents aspects de la biodiversité. Donc, moi, j'ai regardé à quel point chaque aspect de la biodiversité est associé à chaque type de milieu humide. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les tourbières sont très bonnes pour la diversité des oiseaux, des insectes chanteurs et du zooplancton. Mais si on s'intéresse aux poissons, bien là, il faut aller voir dans les aulnaies. Et si on s'intéresse aux plantes, bien là, c'est dans les freinets qu'il faut aller voir. Donc, l'idée, c'est que si on veut faire une conservation optimale des milieux humides, bien là, il faudrait avoir une espèce de bouquet complémentaire de sites qui vont nous permettre de conserver notre biodiversité dans notre ensemble, plutôt que de cibler juste un type. Donc, en gros, c'est ça qu'on a été capable de faire dans le cadre de mon projet, c'est de voir que, bien oui, différents types de milieux humides, ça ne nous offre pas les mêmes patrons de services écologiques, puis chaque type supporte la biodiversité de façon différente. Puis, les indicateurs qu'on a choisis influencent fortement aussi les quantités de services qu'on mesure. Si j'avais décidé de quantifier la biodiversité juste avec les plantes, bien là, ma conclusion, ça aurait été que c'est les marécages qu'il faut conserver. Mais pourtant, les tourbières sont excellentes pour d'autres aspects dans la biodiversité. Donc, ça nous permet de conclure ce genre de travaux-là en général, que la façon qu'on étudie les milieux humides, ça influence notre gestion du territoire. Puis si on a une meilleure connaissance des différences entre les types de milieux humides, bien là, on va pouvoir mieux les conserver parce qu'on va comprendre comment est-ce qu'ils sont complémentaires les uns avec les autres. Donc, si on revient à nos objectifs de départ, je pense qu'on a compris c'est quoi un milieu humide, comment est-ce qu'on différencie les types de milieux humides, comment est-ce qu'on les délimite, comment est-ce qu'on peut les protéger, comment la loi les protège, bien ou moins bien. C'est quoi leurs fonctions et services, comment est-ce qu'on quantifie ça, des fonctions des services, et finalement, bien, comment est-ce qu'on peut mieux les conserver. Donc, à vous de voir si vous trouvez que j'ai rempli mes objectifs, mais dans le fond, je voulais vraiment vous donner un portrait global de l'écologie des milieux humides, de la conservation, de l'étude des milieux humides au Québec, puisque c'est mon sujet de prédilection. Puis rapidement, je veux juste remercier aussi mes directeurs de recherche et tous les partenaires qui sont impliqués dans notre projet, entre autres Quenoc Nature, qui est l'endroit où je réalise mes travaux de terrain. C'est un institut de recherche aussi. Il y a plus de 11 projets de recherche qui ont lieu à Quenoc Nature en ce moment, à l'Institut de recherche Quenoc. Et c'est aussi une réserve faunique et une pourvoirie. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller visiter le merveilleux lac Papineau et ses milieux humides, vous pouvez aller louer un chalet. C'est bon à savoir. Il me manquait justement pour une semaine de vacances à la fin de l'été. Oui, bien, c'est vraiment un lieu magnifique. J'en doute pas. Puis écoute, je suis vraiment, je sais pas, moi, les milieux humides, c'est vraiment pas quelque chose que je connais très bien. Je vois à quel point il
il y a une complexité à considérer là-dedans et à quel point tout est interrelié. Tu le disais en nous montrant tes graphiques, que moi, je fais comme, oh mon Dieu, je m'y perds déjà, parce qu'il y a trop de lignes, il y a trop de couches, il y a trop d'étapes Oui. pour mes connaissances à moi. Puis je me dis, mon Dieu, tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas par rapport à ces milieux-là, c'est vraiment absolument fascinant. Puis tu l'as bien décortiqué quand même sans qu'on ait besoin de retenir toute cette information-là, mais juste de comprendre tout ce que ça implique. C'est ça, toute la complexité derrière l'étude des milieux humides, puis aussi derrière leur conservation. Oui, de l'importance de les préserver, de les conserver, parce que il y a toutes sortes d'impacts majeurs au long terme, même au court terme qui... Bien, c'est ça. Puis l'idée, c'est aussi de comprendre que en fonction des choix de conservation qu'on fait, les choix qu'on fait de conservation aujourd'hui doivent tenir compte des changements climatiques et des changements d'utilisation du territoire parce que nos besoins en termes de fonctions et services vont changer dans le temps. Donc, il faut s'assurer qu'on conserve les milieux humides qui vont répondre à nos besoins demain. Oui, totalement, absolument. Et donc, là, est-ce que tu étais la seule à couvrir tous les champs possibles? Parce que tu disais, l'importance, oui, il y a comme des étapes distinctes ou des visions distinctes de ces milieux-là, mais toi, tu couvres vraiment 3 facettes différentes de ces milieux-là et comme tu l'as dit, on n'a pas le choix de tous les considérer si on veut être en mesure de bien les analyser, d'avoir nos comparatifs, de pouvoir donner des réponses exactes aussi pour l'impact. Est-ce qu'il y en a d'autres, des comme toi, Audrey-Anne? Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup parce que souvent, c'est ça, soit les études se font à très grande échelle, fait que là, on met tous les milieux humides dans une catégorie puis on dit qu'ils font toutes la même affaire. Puis sinon, c'est ça, les études, ils étudient un type de milieu humide. Là, ça commence là, à arriver, là, des études comparatives, mais le ministère, le MELCC, ils ont créé, il y a quelques années, je crois que c'est en 2018, l'Atlas des milieux humides, en fait, l'Atlas des écosystèmes à conserver. Et en fait, un des objectifs de l'Atlas, c'était d'aider justement les gens à prendre des décisions sur la conservation du territoire. Puis on quantifié les services écologiques de toutes sortes d'écosystèmes à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent. Sauf qu'ils ont, c'est une base de données incroyable, mais encore là, pour les milieux humides, ils ont assumé que les tourbières, ça fait 10 fois plus de ça, que les marais, ça fait 5 fois plus de ça. Mais parce qu'on n'a pas les données. Ben, c'est oui, ça. En fait, on se base sur la littérature, mais on ne le quantifie pas directement. Oui, donc ça va vraiment être une nouveauté. Et là, les études que tu fais présentement pour ces milieux-là, les résultats, selon toi, ça pourrait venir dans combien de temps? Mon premier article est publié sur les impacts des changements de niveau d'eau sur la typologie des milieux humides. Mais pour les services écologiques, on aimerait publier à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est un bel objectif. Il est en rédaction. Là. Magnifique, OK. Fait que ça vient quand même à court terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit, bon, mais là, à ce point-ci, il faut encore attendre 2-3 ans avant de publier quelque chose. Non, puis je sais qu'il y a des équipes aussi qui font partie de Géotop, qui est une instance de recherche, qui sont en train justement de quantifier les stocks de carbone dans des marais, des marécages et tourbières. Donc, ça commence là, parce qu'on réalise qu'on a besoin de cette information-là. Fait qu'il y a de plus en plus de gens là, qui vont s'enligner vers des projets comme ça. Merveilleux. Donc, bravo d'initier ça. Est-ce qu'il y avait des questions ici? Est-ce qu'on avait des questions en ligne? Sinon, pour Audrey-Anne. On ne t'entend pas, très cher. Allô? Oui, super. Nous y voilà. Oui. Moi, je voulais juste comprendre que toi, tu es capable de dire tout ça en 180 secondes. Non, pas tout ça, évidemment. En 180 secondes, j'explique mon expérience personnelle par rapport au milieu humide. Au début, moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans un milieu humide, j'ai vraiment pas aimé ça. Il fait chaud, il y a des bébites, ça pue. Puis j'avais 15 ans. Puis c'est drôle parce que c'était un stage d'orientation professionnelle et c'était un professeur de l'Université de Montréal qui gérait cette étudiante-là. Et aujourd'hui, j'enseigne avec ce professeur-là. Wow, fait qu'il y a eu une évolution. C'était pas prévu là, que je me ramasse dans ce champ d'expertise-là. Puis là, j'ai oublié c'était quoi la question. Oui, bien, je pense que là, c'est ça. Je parle de cette expérience-là. Puis après ça, j'explique, en fait, ça a beau puer, mais c'est serviable, les trous d'eau puantes. Puis là, je parle des services qu'ils nous apportent et j'essaie d'expliquer aussi que tous les milieux humides ne rendent pas tous les services.
Et là, j'explique ensuite que les changements climatiques vont affecter ces milieux humides-là. Fait qu'il faut qu'on choisisse comme il faut qu'est-ce qu'on décide de protéger. Ouais. Oui. Mais le 3 minutes, il est sur YouTube. Oui, je l'ai publié d'ailleurs ce matin pour annoncer la conférence maintenant. Fait que vous pouvez aller le voir sur YouTube si vous cherchez Audrey-Anne Loisel, ma thèse en 180 secondes, vous allez la trouver. Puis c'est vraiment, c'est le fun à regarder, c'est le fun à écouter aussi. Sinon, ce sera le 6 octobre au Théâtre Outremont à Montréal. C'est la finale internationale. Et ça, c'est ouvert à tout public. Donc, cette finale. Il faut se procurer un billet, mais n'importe qui peut y aller. N'importe qui peut y aller. Fort intéressant. Ça va être incroyable aussi d'entendre 24 personnes doctorantes francophones à travers le monde parler de leurs recherches. Oui, c'est ça, de leurs recherches spécifiques. C'est juste ça que j'ai hâte. Là. Oui. Ça va être un bel événement. Et puis, pour ma curiosité, des milieux humides, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va retrouver à l'extérieur de la ville, que c'est quelque chose qu'on va retrouver plus en région. Et là, tu parlais de milieux humides à Montréal, par exemple, qui ont... Il en reste. Il en reste encore? Mais il n'y en a pas des tonnes. Non. Dans le parc Pointe-aux-Prairies, dans l'Est, il y en a beaucoup. Okay. Il y a le boisé de Saraguay aussi à Montréal, qui en a beaucoup. Il y a quelques marais aussi, par-ci, par-là, éparpillés. Mais une place qui est souvent étonnante, c'est Laval. Les gens, ils associent Laval au béton et à la construction. Absolument. Il y a environ, il faudrait que je vois, le Creux de Laval aurait plus les chiffres, mais j'ai fait ma maîtrise sur les milieux humides de Laval. Il y a environ 1600 milieux humides à Laval. Bien, il y a quand même la rivière des Mille-Îles qui borde, il y a quand même beaucoup de rivières et de points d'eau à proximité. Oui, c'est ça, mais délimité, d'unités de milieux humides, il y en a 1600. 1600, OK, oui, il y a beaucoup de petits morceaux qui restent à gauche, à droite. Mais il y en a vraiment une très grande quantité, notamment, moi, mes préférés, c'est dans le boisé Sainte-Dorothée, dans l'ouest de l'île. C'est magnifique. Pour vrai, allez-y si vous avez le boisé de Sainte-Dorothée à visiter. Il y a même des panneaux informatifs magnifiques, de très beaux. Mais ça, c'était une de mes questions parce que je veux dire, à Montréal, les quelques milieux humides restants sont peut-être mal identifiés ou. Oh non. On sait où ils sont, c'est quoi leur limite, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils sont étudiés. Parce que chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, un promoteur ou n'importe qui, il faut envoyer des biologistes sur le terrain qui vont faire une caractérisation. D'accord. Donc, puis la cartographie que je vous ai présentée de Canard illimité, on les a. Donc, n'importe qui peut aller sur le site web de Canard illimité puis ouvrir la carte comme on ouvre Google Maps. Oui. Mais là, c'est un Google Maps des milieux humides. OK. Mais ça, c'était une de mes questions à savoir. Là, tu nous as montré Lac-Saint-Pierre et tout ça. Mais est-ce que cette cartographie existe pour les autres zones, pour pas qu'il y en ait qui soit dans l'oubli, par exemple, puis que, on en passe une petite vite. Oui, c'est ça. Mais pas nécessairement les autres écosystèmes, mais plutôt, mettons que moi, justement, dans mon secteur de Montréal, je veux vérifier si j'ai des zones humides comme ça, par exemple, à protéger ou à préserver. Est-ce que je peux le savoir en allant sur Canard illimité? Oui, sur le site de Canard illimité, vous allez avoir cette information-là, mais plus on s'éloigne des grandes villes, moins on sait où ils sont, parce qu'il y a moins d'études qui se font, parce qu'évidemment, il y a moins de développement. Oui. Donc, des fois, la cartographie, elle n'est pas non plus à 100% juste. Fait que des fois, ça va arriver qu'on va se rendre, puis finalement, il n'y en a pas de milieu humide. Des fois, il y en a là où ce n'est pas écrit qu'il y en a. D'accord. Donc, d'où l'idée d'envoyer des biologistes pour s'assurer. En tout temps. Donc, peu importe qu'il y ait eu une cartographie de fait ou pas, c'est une obligation. Il y a un biologiste qui va se présenter pour évaluer le territoire. Bien, tu sais, je pense que il y a des gens qui ne le savent pas parce que les gens ils pensent que quand je suis propriétaire d'un terrain, j'ai tous les droits. Souvent, on pense que le droit de propriété est absolu, mais le droit de propriété vient après tous les droits qui gèrent l'environnement. La loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur les milieux humides. Oui, parce que ce sont des biens communs. Oui. Donc, ce n'est pas de l'expropriation déguisée. Il peut y avoir des jugements qui peuvent être faits de toutes sortes de façons, mais en général, on considère que ce n'est pas d'expropriation déguisée. Ce qui est arrivé en 2017, c'est qu'il y avait des propriétaires qui disaient « moi, il y a 10 ans, j'ai acheté une terre, 3 millions. Puis là, on me dit qu'il y a une valeur de 4 millions de milieux humides sur ma terre, donc il faudrait que je repaye un autre 4 millions si je veux faire mon projet. » Donc, c'est là où les gens vont dire « Ah, je pense qu'il y a de l'expropriation déguisée. » Mais vu que c'est des lois environnementales qui protègent un bien commun, ce n'est pas, pas une expropriation déguisée. Et c'est vraiment justement pour conserver les services écologiques que ces milieux-là rendent. Fait imaginez que cette personne-là réussit à construire, bien, ça se peut que tout son voisinage se fasse inonder. Parce que les milieux humides sont importants pour ça. les inondations dans ce secteur-là. Oui.
Donc, c'est l'idée aussi. Ce n'est pas une personne qui est concernée, c'est toute la communauté. Non, je comprends. Et donc, est-ce que cette information-là sur les milieux humides, pas nécessairement que pour les propriétaires, est-ce que c'est des informations qui sont accessibles, véhiculées d'une certaine manière au grand public, par exemple, pour mieux comprendre leur fonction et l'idée de leur préservation? Est-ce que toi, tu trouves personnellement que l'information est assez véhiculée? Non, pas assez. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est quand même complexe. C'est complexe. On comprends. parle de loi. Oui, c'est sûr. On parle de législation, on parle d'écosystèmes qui sont compliqués à savoir s'il y en a un ou il n'y en a pas sur mon terrain. D'où l'idée de toujours faire appel aux biologistes pour venir faire une caractérisation et s'assurer qu'on fait les choses dans l'ordre. Oui. Mais c'est juste de savoir aussi qu'on a besoin de faire ça. Même ça, c'est pas très véhiculé. Et c'était un des principaux problèmes qui avait été déterminé aussi dans le rapport de Stéphanie et de Monique. En 2013. Oui, c'est ce qu'elle disait. Bien, souvent, les gens me disaient, je ne savais même pas que sur ma terre, j'avais besoin d'un certificat d'autorisation. Oui. Il y a beaucoup de désinformation, pas de désinformation, mais de manque d'information. Oui. Un manque de données à ce niveau-là qui est peut-être en transformation présentement, justement. Le ministère est vraiment là, en ce moment, il travaille fort là-dessus. Sur amener l'information aux gens et mieux communiquer. Là. Très bien. Le prochain congrès de l'Association des biologistes du Québec va être centré sur la communication. Bon, on aime ça, on y va, de la communication. On veut partager l'info. Justement, on a une autre question en ligne, oui? Oui, on a une question sur le Zoom. En fait, c'est par rapport à ton futur. Qu'est-ce qui se passe pour toi après tes études? Ça, c'est la question redoutée des doctorants. Est-ce que les études vont se terminer? Peut-être, peut-être pas. Une fois que toi, tu vas avoir terminé ton projet, est-ce que ça va se terminer avec toi? Mon projet à moi va se conclure, mais c'est sûr que mon espoir, c'est qu'il y ait d'autres projets qui soient développés à ce niveau-là. Moi, je compte finir l'année prochaine mon doctorat. Puis là, ça c'est vague. Qu'est-ce que je fais après? Peut-être un post-doctorat, toujours sur les milieux humides, ou peut-être essayer d'aller travailler dans des instances comme le ministère pour améliorer. Mon but, c'est vraiment d'avoir un emploi, une profession qui va me permettre de travailler encore sur la conservation des milieux humides. Ça serait ça ton objectif, de poursuivre ton impact de cette manière-là vraiment sur le terrain puis au sein de... Oui, puis c'est pour ça aussi que j'aime ça faire de la communication, pour partager mon amour des trous d'eau puantes. On aime ça, parler de trous d'eau puants avec toi, Audrey-Anne Loisel. Merci beaucoup de t'être déplacée, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. C'était vraiment hyper intéressant. Cette conférence va être disponible sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Vous recevrez également un sondage de satisfaction incluant ce lien et toute autre information connexe et pertinente à cette conférence. Notre programmation se poursuit la semaine prochaine. Donc, dès lundi, le 13 juin, on a une conférence virtuelle avec Peter Galbraith sur les tendances et variabilités climatiques du golfe Saint-Laurent. Donc, ça s'annonce aussi fort intéressant. Et nous remercions encore une fois Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation, et la Ville de Montréal. Merci à tous. Bonne journée. Merci.